Présenté la météo. Merci de nous rejoindre en Lorraine, c'est le 19-20 week-end. En voici les principaux titres. Une cérémonie avait lieu ce matin au mémorial de la résistance et de la déportation au fort de Queuleu à Metz pour rendre hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites. Combien y a-t-il de silures dans les eaux de Pont-à-Mousson? Une pêche autorisée par la mairie a été organisée tôt ce matin sur la base nautique. Il y a quelques semaines, un de ces poissons avait mordu une nageuse. Et puis, voyage dans le passé, grandeur nature à Xaronval. Voilà plus de 20 ans que chaque dimanche d'été, le petit village vosgien vit à l'heure 1900. Bonsoir, c'était donc aujourd'hui la journée nationale de la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites. Une cérémonie avait lieu ce matin au mémorial de la résistance et de la déportation du fort de Queuleu à Metz. L'occasion de revenir sur ce douloureux épisode de l'histoire qui a vu en France 75 000 juifs arrêtés et déportés entre 1941 et 1944. Séverine Dangin, Guillaume Robin. Pour ne pas oublier, pour que l'histoire ne se répète pas. Cette cérémonie aujourd'hui leur était dédiée aux 13 152 raflés du Veldiv, arrêtés et déportés avec la complicité de l'État français, à toutes les victimes de l'extermination nazie et à tous les justes de France qui, au péril de leur vie, ont caché hommes, femmes et enfants. Aucun silence ne doit taire une telle tragédie. Car se taire, c'est accepter. Le seul silence qui vaille est celui du recueillement. Face au sous-préfet ce matin, des officiels bien sûr, mais aussi une partie de la communauté juive et un homme particulièrement touché. C'est toute ma famille qui a été exterminée à Auschwitz. On avait un convoi, le convoi de la mort qui est parti de Compiègne le 2 juillet 1944 avec 2200 personnes. En arrivant à Dachau, il y a eu 650 morts dans les wagons. Vous savez pourquoi? La soif. Et la soif, ça rend fou. Ils se sont entretués entre eux. Et j'ai eu de la chance, je suis là. Et je vais avoir 95 ans. Mais aujourd'hui, plus de 70 ans après, l'inquiétude gagne à nouveau la communauté juive depuis les récents événements parisiens. On a entendu des cris comme mort aux juifs, chose qu'on n'avait pas entendue depuis la fin de la guerre. Le conflit du Proche-Orient ne doit pas s'importer ici en France. Si chacun peut avoir exprimer ses sentiments, ses opinions, nous sommes dans une démocratie, les choses ne doivent pas aller jusqu'à la haine de l'autre. Il faut tirer les leçons du passé. Voilà finalement le message porté par ces commémorations aujourd'hui. Un mot de sport. Julien Absalon décroche le titre de champion de France de VTT cross-country. C'était hier sur un circuit taillé pour lui au Ménuire dans les Alpes. Un 12e titre pour le Vosgien en bleu sur ces images qui conserve donc le maillot tricolore. Un bel exploit après une opération de la rotule pour le vététiste. Écoutez Julien Absalon qui ne boude pas son plaisir. Le plaisir est là, la motivation aussi, les performances. Donc maintenant, objectif Rio 2016. Je repars pour 2 saisons supplémentaires avec les Jeux en ligne de mire. C'est vraiment un objectif qui est très motivant. Bon, ce qui est clair, c'est que ce sera ma dernière Olympiade. Et je pense pouvoir essayer de terminer, en tous les cas, en beauté à Rio pour ne pas avoir le goût d'inachevé de 2012. Un championnat de France de VTT dont vous pourrez revivre les grands moments demain sur France 3 de 13h55 à 14h35. Voilà à présent une pêche inhabituelle. La mairie de Pont-à-Mousson a délivré une autorisation spéciale pour effectuer une pêche aux silures à la base nautique dans le but de vérifier si la population est importante. Et vous allez voir que ça ne mord pas à tous les coups. Christophe Baudin, Éric Bertrand. On peut décrocher les clochettes d'alarme des lignes, elles n'auront guère été utiles. Une nuit entière passée à traquer le silure, pour rien. On s'est fait un peu avoir, le silure est reparti avec le vif. Bon, il n'a pas réussi à se piquer, c'est le jeu, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est un peu frustrant, voilà, on vient de passer toute une nuit, tout le matériel était là. Le plan d'eau du Grand Bleu, à Pont-à-Mousson, est d'ordinaire interdit à la pêche. Ces pêcheurs ont une autorisation exceptionnelle pour évaluer la population de silures. Car au début du mois, une nageuse, une triathlète s'est fait mordre ici, par l'un d'eux. Je pensais que c'était un serpent sur le coup. Et oui, j'ai eu très peur. J'ai même eu du mal à rejoindre la rive parce que j'aurais pu à nager.
La combinaison porte les traces de cette morsure à la jambe. Mais passé la frayeur, Ludivine a repris l'entraînement rapidement. Une décision raisonnable car selon les pêcheurs, ce type d'attaque est exceptionnel. C'est vraiment une attaque pour défendre un nid. Les silures mâles gardent le nid pour le protéger des prédateurs. Et à ce moment-là, si n'importe un poisson, un oiseau, et en l'occurrence ici une jeune femme passe au-dessus, il va attaquer et mordre comme un chien pourrait le faire pour défendre sa maison. Le silure va le faire, mais c'est vraiment pas pour se nourrir. Et avec les très petites dents qu'il a, de toute façon, ça peut pas faire grand mal. La mairie a malgré tout autorisé quelques spécialistes à faire des captures. Et si la nuit dernière, ils sont rentrés bredouilles, la veille, ils ont fait 2 belles prises. 1,20 m pour celui-ci, et surtout 1,80 m pour ce spécimen-là de 35 kg, peut-être le poisson mordeur. Il a été transféré dans la Moselle. Ça va te faire mieux. Dès le mois de novembre prochain, les jeunes bacheliers pourront se former à un nouveau métier, équicien, des professionnels encadrant des activités en direction des personnes atteintes d'un handicap, mais en lien avec le cheval. C'est ce que réalise l'association Equited. Didier Vincenot, Boris Krachmar. Le centre Equited propose de nombreuses activités autour du cheval en faveur du handicap. Comme ce travail en manège où de futurs jeunes cavaliers apprennent à considérer le cheval comme un individu et à l'approcher en tant que tel. Si les encadrants ont pour beaucoup une formation d'éducateurs spécialisés, une nouvelle spécialisation est née, celle d'équicien. Alors le métier d'équicien est aujourd'hui donc un métier inscrit au registre des métiers qui a pour vocation de former des professionnels à l'accompagnement avec les chevaux des personnes en situation de handicap. Donc cette formation est dispensée en Lorraine, le métier est né en Lorraine et il était accessible par la formation continue et depuis très peu de temps, depuis la reconnaissance métier, nous ouvrons une formation post-bac à partir du mois de novembre. Place maintenant à la randonnée où les participants apprennent à maîtriser leur monture, à appréhender la vie en collectivité, mais aussi à trouver leurs limites et contenir leurs émotions. Un gros travail quotidien assuré par les équiciens et équiciennes qui accompagnent ces 2 groupes de Saint-Jeune. Dans les projets thérapeutiques, on va s'axer sur le comportement, donc la façon qu'ont les personnes de faire quelque chose. Donc là, on va évaluer que les comportements. Par exemple, si une personne arrive, elle approche les chevaux, elle crie. Donc nous, on va s'axer sur pourquoi elle crie et comment on peut l'amener à ne plus crier en présence des chevaux. Ça va être un exemple de thérapeutique. En éducatif, ça peut être l'apprentissage des règles sociales. Donc, ou par des jeux, on apprend les règles de jeu avec le cheval, ou par ses déplacements à côté du cheval. Si je veux que mon cheval y marche à côté de moi, il faut que j'apprenne à me mettre à la bonne place et à savoir comment lui demander quel code je vais mettre en place et ce que je vais pouvoir faire avec lui pour arriver à acquérir quelque chose de plus. Equited propose des ateliers à visée thérapeutique, éducative, rééducative et de loisirs à l'attention des établissements et services spécialisés, mais également des activités réservées aux particuliers, avec pour tous cette finalité commune, murmurer à l'oreille des chevaux. Voilà plus de 20 ans que Xaronval remonte le temps. Le petit village vosgien vit à l'heure 1900, chaque dimanche d'été, avec d'ailleurs beaucoup de succès. Et aujourd'hui, c'était jour de noces. Anne-Laure Chéry, Thierry Gannet. Alors maintenant que j'ai retrouvé mon homme, je ne retrouve plus le marié. Bah, là que ça commence bien cette affaire. 20 juillet 1900, le village célèbre les noces de Louis, ferronnier, et Pélagie, sage-femme. Pour négocier la dot, ce sont les belles-mères qui sont à la manœuvre. Un cochon, 2 poules, le verger de tante Germaine et quelques pièces de dentelle. L'union est conclue. On essaie de préserver les intérêts de nos enfants. C'est toujours difficile. Les belles familles sont parfois très compliquées à convaincre. Ça fait des années, et le plaisir est toujours le même. Faire revivre toutes ces époques-là, c'est vraiment très sympathique. Au milieu des bénévoles de l'association, des faux mariés mais vrais couples à la ville qui attendent depuis longtemps de pouvoir jouer le jeu. Mademoiselle Pélagie Casanova, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Louis Le Pogam, ici présent? Oui. On est un vrai couple en vrai. Voilà. Qui n'a jamais été marié. Encore. Donc aujourd'hui, c'est notre premier mariage. Ça vous donne envie? Oui. Oui. Il faut attendre la nuit de noces. C'est très très différent que la mariage chinoise. Ça te donne envie de se marier? Oui, oui, mais il faut trouver un copain. Ah, l'amour, c'est comme le potage. Les premières cuillerées sont trop chaudes et les dernières sont trop froides. Du côté de l'église, le père Pierre officie depuis 12 ans. Un abbé, pas très catholique. Alléluia. Vous n'avez pas été excommunié depuis? Oh, vous savez, si je le devais l'être, je crois que je serais depuis longtemps au fin fond de l'enfer.
Pour le meilleur et pour le pire, chaque dimanche d'été, Xaronval rejoue une scène de la vie quotidienne en 1900. Prochain rendez-vous, le certif, la grande lessive ou les battages à l'ancienne. La jolie femme, tu cajoleras, sur mes conseils assurément. Sur mes conseils, assurément. Tout ton pognon tu garderas pour m'en donner suffisamment. Pour m'en donner suffisamment. L'été à La Garde en Moselle, c'est là aussi un petit village, mais une grande escale sur le canal entre Nancy et Saverne. Ici, le tourisme fluvial, tout en lenteur et en contemplation, s'adapte à son rythme, à l'ère 2.0. Une page été proposée par Benoît de Butler et Guillaume Robin. La Garde, 181 habitants l'hiver. À la belle saison, le village s'éveille. Aujourd'hui, la plaisance a remplacé les péniches de charbon ou de grain. Mais le port est toujours une escale active sur le canal de la Marne au Rhin. Francis et Chantal sont de Strasbourg. Le bateau, c'est eux qui l'ont fait. Dans leur périple estival, ils prévoient presque toujours une semaine de halte à la Garde. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Ici, là, ça va, mon petit port, c'est agréable, hein. C'est bien. On peut aller ramasser les champignons, c'est ce qu'on faisait des fois. Hein. Oui. On pêchait, on pêche aussi. On a des amis. On a des amis ici. Des amis ici. Et qu'on vient voir pratiquement tous les ans. Des plaisanciers qui ont le temps, retraités pour la plupart, au fil de l'eau et la vie devant soi. La lenteur fait qu'on a l'impression de vivre plus longtemps les journées. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, on vit à un rythme complètement différent du monde habituel avec les voitures, tout ça. C'est plus la même vie. C'est plus la même vie. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir son bateau. La grosse activité du port, c'est la location. Quelques jours, une semaine ou plus. Marc et ses amis viennent de Bordeaux. Ils ont réservé pour la semaine. On part un petit peu à l'aventure. On avait déjà fait il y a 5 ans. On renouvelle et on va essayer de découvrir d'autres choses. On aime la région et puis on a été très bien accueillis par l'équipe ici. Et voilà, puis on aime un petit peu ce côté écluse, ce côté Réchicourt, la grande écluse, le plat incliné. Ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir sur le canal du Midi, donc voilà. Allemand, suisse ou français, le marin d'eau douce est doté d'un bon pouvoir d'achat. Mais il en veut pour son argent. À la Garde, tout est géré par la compagnie de navigation, du bistrot du port à la location de vélos. Les gens dépensent pendant la semaine de location le même montant que la location elle-même. Ça veut dire que si vous louez un bateau 1 000 €, les gens dépensent 1 000 € pendant la semaine. Alors après, sur différents secteurs, ça peut être sur la restauration, sur visiter des choses, louer des vélos, etc. quoi. Le retraité d'aujourd'hui réclame la Wi-Fi à bord. La compagnie a embauché un informaticien et développé une cartographie interactive sur les richesses locales. Avant, les gens venaient pour naviguer, mais ça n'intéressait pas trop à ce qui se passait autour du canal. Maintenant, ils sont curieux de l'histoire, du vécu, du patrimoine, et on essaie de leur montrer ça sur des écrans maintenant le plus performant possible. C'est l'heure du départ pour nos amis bordelais. Direction, le plan incliné bien sûr, les Vosges et le pays des étangs. Des paysages qu'on vient voir de loin. Un petit coin de Lorraine qui l'été venu vit au rythme des croisières tranquilles. Plan incliné, précisons-le, fermé jusqu'à la fin de l'année. Direction Sampigny, dans la Meuse, à présent, où se trouve la maison de Raymond Poincaré. Une exposition y est actuellement proposée pour découvrir toutes les facettes de la vie de celui qui fut président de la République de 1913 à 1920. Le reportage de Laurent Parisot et Hélène Goutani. Cette maison symbolise l'attachement de Raymond Poincaré à la Meuse. Né en 1860 à Bar-le-Duc où il fut un élève brillant, Raymond Poincaré mena en parallèle des études de lettres et de droit. Inscrit au barreau en 1880, il ouvre son cabinet à l'âge de 35 ans. Il a notamment contribué au développement du droit d'auteur en plaidant dans des affaires de plagiat pour la Société des gens de lettres. Un milieu qu'il connaissait pour avoir lui-même écrit, ce qui lui vaudra d'être élu à l'Académie française en 1908.
Raymond Poincaré écrivait des poèmes, des nouvelles, des romans. Il n'était pas connu pour être un brillant écrivain, mais nous présentons un feuillet avec des vers de Poincaré où il parle, c'est assez amusant, de Jules Bastien Lepage, le célèbre peintre meusien originaire de Damvillers, donc dans le Nord meusien. Parallèlement à sa carrière, Raymond Poincaré s'investit dès 1886 dans la vie politique. Conseiller général, député, sénateur, il enchaîne les postes ministériels et est élu président de la République en 1913. Un mandat marqué par la Première Guerre mondiale. Populaire au début de son mandat, Poincaré va surtout jouer un rôle de représentation, ramenant quelques cadeaux de ses voyages diplomatiques. L'image qu'on garde de Raymond Poincaré pendant la Grande Guerre, c'est l'image du président qui se rend au front pour encourager les soldats. Il n'y parvient pas toujours, il est plutôt connu pour ne pas toujours trouver les mots pour apaiser les soldats. Il est représenté là avec sa casquette. Les commentateurs ont parlé d'une casquette de chauffeur. C'était plutôt un chauffeur de taxi qui se rendait sur le front plutôt qu'un président de la République. Et c'est la casquette qu'on retiendra avec ses grandes bottes et parfois sa grande cape voilà, qui lui permettait de se rendre sur le front. Après la fin de son mandat, sa carrière politique se poursuit jusqu'en 1929. Affaibli, il passera l'essentiel de son temps à Sampigny, où il gardera un œil sur cette terre meusienne qu'il affectionnait tant. Raymond Poincaré repose depuis 1934 dans le cimetière familial de Nubécourt. Et c'est le moment de notre tour des régions quotidiens avec l'édition des initiatives. Je vous retrouve juste après. Dans un instant, nous partirons libérer nos pieds dans le Loir-et-Cher sur près d'1 kilomètre. Un sentier pieds nus vous invite à éveiller votre voûte plantaire et vos orteils à de nouvelles sensations. Nous découvrirons également dans le Var un nouveau type de ponton flottant qui devrait mettre un peu d'ordre dans l'amarrage des bateaux. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette opération inédite en France, baptisée Un motard, un par un. Cette initiative vise à accompagner les nouveaux titulaires du permis moto par des gendarmes. Reportage en Haute-Savoie. Il faut utiliser le frein arrière à basse vitesse, comme ça vous êtes à l'aise. D'accord ? Après quelques rappels théoriques, place à la pratique. Le binôme Ossine-Jessica entre en action. Il faut te caler avant d'entamer le virage. Allez, vas-y. La jeune femme est titulaire du permis depuis 2 ans, mais elle l'avoue volontiers, sa maîtrise de la machine n'est pas toujours au top. Alors elle s'est portée volontaire pour un parrainage. 4 rendez-vous répartis sur 18 mois. La formation est assurée par un motard de la gendarmerie qui lui fait bénéficier de son expérience et de ses conseils. Lorsqu'on est en fonction sur notre moto bleue ou avec nos motos perso, c'est toujours de la concentration. Toujours, toujours. Une moto, ça se pilote. Et c'est vrai que le relâchement n'est pas trop possible. C'est ce que vous leur expliquez. Tout à fait. Magnifique. Ça passe. J'ai eu un accident de moto le 15 avril dernier. C'est l'accident qui peut arriver à tout le monde puisque c'était au démarrage d'un feu et c'est un camion qui a grillé un feu rouge. Donc ça, qu'on soit en scooter, qu'on soit en vélo, qu'on soit piéton, qu'on soit en moto, on peut tous y avoir droit. Et ce qui m'a sauvé la vie, c'est justement les journées de trajectoire qui sont pratiquées avec les gendarmes tous les ans, où on m'a appris des petits trucs et astuces qui m'ont permis ce jour-là de minimiser l'accident, puisqu'un frontal avec un camion, c'est quand même pas rien. Parmi les 20 personnes décédées sur les routes de Haute-Savoie depuis le début de l'année, 8 étaient des motards. Un nombre de victimes qui progresse de façon préoccupante. Pour inverser la tendance, les pouvoirs publics misent donc sur la prévention. Mais les contrôles seront également renforcés. 3 motos banalisées circulent aujourd'hui dans le département, des gendarmes en civil. Et c'est la nouveauté cet été, une nouvelle affectée à la police sur la ville d'Annecy. Vous désirez louer un bateau, un moteur ou un voilier pour un jour ou une semaine avec ou sans permis. Tout cela est désormais possible sur Internet. Comme dans l'immobilier, une jeune start-up propose un système de location entre particuliers. Une idée que l'on doit à un Marseillais en 6 mois. Son concept a séduit 500 propriétaires de bateaux. Au-delà de la location quotidienne, les utilisateurs du site peuvent également choisir la co-navigation s'ils ne possèdent pas le permis bateau. Autre petite révolution dans le domaine de la navigation, un ponton d'amarrage hors port pourrait bientôt fleurir le long de nos côtes. 16 bateaux peuvent être amarrés sur cette structure de 500 mètres carrés, censée onduler au gré de la houle, une invention que l'on doit à une société niçoise.
Il est le fruit d'une entreprise française basée à Sophia Antipolis. Un ponton intelligent qui répond aux contraintes liées à la protection des fonds marins le long du littoral méditerranéen. C'est une plateforme qui peut accueillir 16 bateaux. Le système de fonctionnement, vous avez une croix d'ancrage en bas au fond qui est ancrée par des ancres à vis adaptées en fonction du fond. Une articulation, un mât avec de la flottaison et un double cardan qui permet de reprendre l'amplitude de la houle et la période également de la houle. 5 ans d'études ont été nécessaires pour appliquer ici le théorème d'Archimède sur une structure entièrement démontable et facile à assembler. On met d'abord en place le mât et ensuite on met le cœur de la plateforme de Water Lily et ensuite on met les pontons. Son point d'ancrage, situé par GPS, est répertorié. L'amarrage s'effectue ici comme sur un ponton classique, un confort pour les plaisanciers. Le concept est très pratique pour nous, ça nous évite surtout de mouiller l'ancre. On n'a ni plus ni moins qu'à s'amarrer avec nos amarres, les cordes. Plusieurs pays comme la Croatie, la Turquie ou encore l'Italie sont intéressés par cette invention, mais ses concepteurs souhaitent privilégier la France. Ce qui manque maintenant, c'est que les élus prennent des décisions et légifèrent pour pouvoir imposer ces sites de mouillage, couplés avec d'autres bien évidemment, comme les bouées, et ne plus mouiller à l'encre. Un seul ponton évite l'installation de 16 mouillages à la bouée ou pire encore, celui à l'encre. Un sentier pédestre invite les promeneurs à se balader sans chaussures ni chaussettes. Sur ce parcours insolite, une trentaine de matières comme le bois, la pierre ou encore l'argile vous invitent à stimuler votre voûte plantaire. Alors ensuite, on a massé la voûte plantaire. Parce qu'ils sont trop souvent enfermés, ici on a choisi de libérer ces pieds. Cette séance de massage a pour but de les rendre plus réceptifs à tout ce qu'ils vont bientôt fouler. On va creuser le sol avec les doigts de pied. Parfait. Bon, je crois que là, vous êtes fin prêt pour affronter le sentier pieds nus. Vous allez pouvoir y aller. Sur près d'1 kilomètre, voûtes plantaires et orteils s'éveillent à de nouvelles sensations. Oh, c'est super doux là. Celle du bois, brut et irrégulier, de l'herbe encore mouillée par la rosée, mais aussi celle de matières moins naturelles, comme le plastique. En tout, une trentaine de textures, plus différentes les unes que les autres. C'est agréable ça, Dylan? Ça fait super mal. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est agréable, il y a beaucoup de matières différentes, ça permet de découvrir ce que ressent le pied. Et ça aurait été bien parce qu'on est en plein air et en plus quand on marche sur par exemple ça, on récupère de l'énergie. Marcher pieds nus n'est pas seulement ludique. Une réflexologue plantaire a imaginé l'alternance des matières de ce sentier dans le but de stimuler des zones très précises. On aurait dans notre pied 7000 terminaisons nerveuses et chaque terminaison nerveuse correspond à différents points et différents organes de notre corps. En stimulant ces points très précis, parce que c'est vraiment très précis, ça aurait des bienfaits sur le corps. J'ai l'impression là que j'ai 1000 petites mains qui m'ont massé les pieds. Ça me fait un petit peu cette sensation de légèreté, je dirais. Si le concept des sentiers pieds nus est né en Allemagne dans les années 90, en France, il en existe une vingtaine seulement. Une dernière image pour refermer ce journal avec l'ouverture aujourd'hui de la 7e édition de Metz Plage. C'est jusqu'au 17 août, 2 bassins, 1300 tonnes de sable et des activités totalement gratuites. En 6 ans, ce sont près de 800 000 personnes qui ont profité de ce loisir estival. Et c'est la fin de ce 19-20 week-end en Lorraine. Merci de votre attention. Excellente soirée à vous et à bientôt. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.